Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette session d'introduction du PolyUp. Aujourd'hui, on va voir ensemble à quoi sert cet outil dans les grandes lignes et rentrer un petit peu dans les détails. Je dois vous donner un petit peu de contexte pour commencer. Donc, j'ai été moi-même conseiller de à peu près 150 entrepreneurs avec Propolis, l'incubateur de Polytechnique Montréal, au cours des 3 dernières années. Aujourd'hui, ce que je vous présente, c'est en fait une solution que j'ai bâtie pour moi et les entrepreneurs que j'ai accompagnés, c'est-à-dire un outil qui permettait donc pour moi, conseiller, de pouvoir stocker les informations nécessaires et d'être capable de flaguer certains éléments que je considérais être essentiel pour l'entrepreneur. Et du côté de l'entrepreneur, d'être capable d'avoir finalement tous ces piliers d'affaires, je vais revenir sur cette notion-là juste après, tous ces piliers d'affaires dérisqués pour pouvoir finalement solidifier les bases et les fondations de son entreprise. Donc, le PolyUp est un outil agnostique. Il reprend beaucoup de meilleures pratiques et de méthodologies de l'écosystème sans forcément n'en prendre qu'une seule. Donc, finalement, on a un petit peu dû arbitrer en interne sur les meilleurs outils à prendre. Et puis, ce n'est pas nous simplement qui l'avons fait. En fait, c'est le fruit de plusieurs rétroalimentations et retours que nous ont donné les entrepreneurs, mais aussi beaucoup d'acteurs de l'écosystème que je remercierai dans une seconde. Pour vous donner un petit peu de contexte, le PolyUp version 1 ressemblait globalement à ça. Donc, vous allez voir la différence. Donc, on est aujourd'hui en avril 2023, à l'heure où je vous parle. Et ce PolyUp aura pour but en fait, d'être dupliqué pour chacune des startups, des jeunes pousses accompagnés par Propolis, mais aussi d'autres aux besoins. Alors, cette vidéo s'adresse donc aux conseillers qui vont être amenés à utiliser le PolyUp à Propolis ou ailleurs, et bien évidemment aux entrepreneurs qui vont l'utiliser pour bâtir leur pilier d'affaires. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire déjà pour commencer par pilier d'affaires? Il y en a 3 que j'identifie ici. Premièrement, la désirabilité, c'est-à-dire votre client, votre utilisateur, répondre à son besoin. Ça peut paraître très intuitif, mais on s'aperçoit que ça ne l'est pas toujours. On a tendance à tomber en amour avec l'offre plutôt que le problème, la solution plutôt que le problème. Donc, on voudra, avec le PolyUp, être capable de rendre notre solution désirable en comprenant bien le besoin sur le terrain. La faisabilité technique, évidemment, est-on capable de livrer la technologie, la solution qu'on veut livrer? La viabilité financière, très concrètement, est-on rentable? Va-t-on générer plus de dollars que d'en perdre mois par mois, en fait, avec une vision générale? Et puis, on verra dans une seconde comment est-ce que nous allons notamment regarder cet aspect-là de viabilité. Et nous avons un dernier pilier qui n'est pas représenté ici, qui est l'adaptabilité à l'écosystème légal, notamment, entre autres, qui en fait, vous situe votre entreprise dans un contexte plus général. Donc, chacun de ces piliers-là, puis s'il y a une chose qu'il faut que vous reteniez de cette vidéo, c'est la suivante. Chacun de ces piliers-là viennent avec énormément de suppositions, qu'on appelle en anglais des assumptions. Ces suppositions-là viennent de biais cognitifs très documentés en psychologie humaine et en psychologie de l'entrepreneuriat. C'est tout à fait normal pour vous d'avoir des actes de foi, là encore de l'anglais leap of faith. Le rôle en fait du PolyUp, c'est d'identifier toutes les assumptions que vous pourriez avoir, tout ce que vous pensez être vrai, mais qui ne l'est pas forcément, et donc de les déconstruire méthodologiquement pour être capable de vous faire aller valider ou invalider ces assumptions que vous transformerez donc en hypothèses, ou finalement valider ou invalider ces hypothèses et être capable par la suite, une fois que vous avez donc dérisqué votre modèle, d'aller élaborer votre V1, V2, etc. On parlera à ce moment-là de produits minimum viables. J'y arriverai dans une seconde. Donc, regardons à haut niveau comment est-ce que le PolyUp est structuré. Donc, on a ici les consignes générales que vous aurez le loisir de lire. Première partie, à propos de vous, on veut d'abord parler de vous avant d'être capable de parler de votre entreprise. Donc, ce sera la première partie qu'on vous demandera de remplir. Ensuite de ça, vous avez donc les parties vertes et oranges. Donc, verte, découverte et validation. On a ici l'impact social, environnemental
et en orange l'expérimentation. Ces deux parties-là devront être remplies ensemble et vous comprendrez pourquoi dans une seconde, parce qu'en fait, ici, vous aurez tous les piliers identifiés, plein de méthodologies finalement qui vous permettront de déconstruire un petit peu les piliers dont j'ai parlé à l'instant. Et à droite, ici, en orange, une méthodologie pour aller justement tester ces piliers individuellement. Donc, cette partie-là, finalement, verte et orange, sera la plus longue. On parle de 12 semaines. Si c'est plus, faites plus. Il n'y a pas forcément de limite. Mais c'est sûr que dans le contexte des programmes que nous offrons à Propolis, cette partie-là durera 12 semaines. Et par la suite, il y aura cette partie rouge qui sera le feed produit marché, si vous l'avez trouvé, bien évidemment, avec une planification future des prochaines activités et opérations de votre entreprise. Maintenant que j'ai dit ça, laissez-moi vous introduire rapidement les différents piliers. Donc, j'ai dit tantôt que je voulais revenir sur les partenaires qui nous ont aidés à bâtir ce poly-up. Donc, après les informations légales ici, vous avez donc tous les noms des acteurs que je remercie qui ont contribué à l'élaboration de cet outil. Cet outil est un Creative Commons, ce qui veut dire qu'il peut être partagé, pas commercialisé. Vous aurez l'occasion de nous contacter à Propolis pour plus d'informations à ce sujet. Entrepreneur, insérez le nom de votre entreprise ici, mettez un premier deck de façon à ce qu'on puisse avoir une vision claire de là où vous en êtes aujourd'hui. Je suis en train d'enregistrer cette vidéo en ce moment, fait que vous aurez ma vidéo à l'instant dans cette section. Le séquencement du poly-up, je viens de vous en parler il y a une seconde, donc vous l'avez de nouveau ici de façon visuelle. Je ne vais pas vous lire le mode d'emploi en détail, mais globalement, comprenez qu'il y a un mode d'emploi ici à l'attention des entrepreneurs et à l'attention des conseillers et des conseillères. Je vais utiliser le masculin aujourd'hui, conseiller, pour éviter de toujours avoir à répéter conseillère. Comprenez que mon langage reste inclusif. Donc, les commentaires ici sont une partie, en fait, une des innovations, si on veut, du PolyUp version 3 qui a le plus plu à la fois aux conseillers et aux entrepreneurs. Très concrètement, ce qu'il faut comprendre dans ce PolyUp, c'est que l'entrepreneur va mettre le contenu, donc on parle de post-it, de photos, de textes, etc. Et le conseiller va commenter. Alors, ces commentaires-là vont être de différentes natures. Une fois de plus, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais je pourrais prendre un exemple. Le commentaire rouge qu'on trouvera ici, donc, je vais aller rajouter un commentaire, le mettre en rouge. Ces commentaires rouges serviront à identifier ce dont je vous parlais à l'instant, des suppositions risquées. Voilà, donc vous aurez l'occasion de lire la signification de chacune d'entre elles. J'ai essayé de rendre ça le plus explicite possible pour tout le monde, à la fois les entrepreneurs et les conseillers. Voilà, donc finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce poly-up va être opéré de la façon suivante. L'entrepreneur va mettre du contenu et le conseiller derrière va venir commenter. Donc, c'est comme ça qu'on aura un dialogue entre les deux parties prenantes. Il s'agira tout de même pour les conseillers de mettre en fait des actions à réaliser, to do en franglais. Donc, le conseiller sera quand même chargé ici de donner un plan de route à l'entrepreneur sur quoi faire et notamment quels outils remplir au besoin. Entrepreneur, je vous invite à insérer tous vos documents clés ici. On parle de prévision financière, Google Drive, etc. De façon à ce qu'on soit tous littéralement sur la même page virtuelle. Là encore, entrepreneur, je vous invite à mettre vos apprentissages clés de chaque rencontre. Ça servira beaucoup à vos conseillers pour avoir là aussi de la rétroalimentation et savoir ce qui a bien été. Et enfin, si vraiment vous n'êtes pas à l'aise avec Miro, je ne vais pas vous donner toutes les tips and tricks aujourd'hui. Il y a une petite vidéo d'introduction ici. Peut-être une chose que je vous dirais, utilisez le bouton droit de la souris pour déplacer la map de même. C'est très utile et c'est quelque chose que peu d'utilisateurs de Miro connaissent et dont je me sers beaucoup. Voilà. Donc, rentrons dans le vif du sujet. On va commencer ici par une section qui s'appelle « À propos de vous ». District 3 a élaboré par le biais de Jane, un très bel outil qui s'appelle le modèle de compétences. Donc ce modèle-là, on l'a inséré ici finalement
On vous demandera donc de remplir de façon la plus honnête possible là où vous en êtes. Donc, si on prend un exemple très concret, vous priorisez les segments de clients. Bon, est-ce que vous n'avez aucune connaissance? Vous ne savez pas ce qu'est un segment de client? Dans ces cas-là, c'est correct. Vous allez tout simplement dire « je n'ai aucune connaissance sur les segments de clients » ou est-ce que voilà, vous êtes un peu plus avancé. Idéalement, si vous êtes plusieurs cofondateurs, essayez de prendre une couleur par cofondateur de façon à ce que ce soit clair et qu'on identifie les zones où vous êtes moins à l'aise. On aura ensuite un outil, un test psychométrique qui vous prendra littéralement 10 minutes à faire et qui est vraiment le fun si vous ne l'avez jamais fait, qui s'appelle le MBTI. Ce MBTI vous donnera un profil psychométrique en 4 lettres et on vous demandera, en fait, c'est assez clair, hein, d'interpréter finalement les forces, vos forces. Et on vous demandera aussi de nous préciser pourquoi est-ce que vous voulez vous lancer en affaires. Donc finalement, là, on est dans le domaine de l'intention entrepreneuriale. Enfin, nous aurons, puis ça c'est un ajout sur la V5 qui n'était pas dans la V4, l'alignement de l'équipe. En passant, désolé, beaucoup des outils sont en anglais, beaucoup des ressources aussi sont en anglais. Donc, on considère que vous êtes à minimum bilingue ou débrouillard pour être capable de les traduire. Mais on manquait de temps vraiment pour les reproduire et je pense d'ailleurs que ça n'aurait pas forcément plu aux créateurs qu'on reproduise leurs outils en français. Alors, on a été au plus simple. Donc, c'est ça, la carte de l'alignement de l'équipe ici, là encore assez explicite. Sachez qu'à chaque fois, il y a des ressources qu'on vous met donc, dans ces sections. À la fois une introduction en français, en texte, toujours en mettant le crédit. Et d'ailleurs, dites-moi si j'ai oublié de mettre du crédit à certaines des parties prenantes qui ont élaboré ces outils. C'est possible que j'en ai oublié. Et des ressources clés recommandées. Donc, généralement, ces ressources, on les décrit. En l'occurrence, ici, c'est un tutoriel pour remplir cette section. Voilà. On rentre ensuite dans le vif du sujet. Puis d'ailleurs, la première section ici, dans la découverte et validation, prend toute la place. C'est symbolique, c'est parce que ça prendra littéralement toute la place de votre validation. Il s'agit du Business Model Canva. Ce Canva ici, le Canva de modèle d'affaires, si on veut le franciser. Avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet et de vous dire exactement de quoi ce Canva traite, laissez-moi attirer votre attention sur la structure à partir de maintenant des blocs. Donc, vous avez toujours le nom de l'outil, le texte en français, les ressources clés recommandées. Je vous invite toujours, ces ressources clés ont été triées, je les ai personnellement toutes vues et lues. Donc, je vous invite à y prêter attention si vous êtes sérieux avec le PolyUp. Si vous êtes à l'aise avec ces outils, bien évidemment, pas besoin de repasser au travers. On vous fait confiance. Très important, je vous demande toute votre attention sur ce point en particulier. Dans chacun des exercices du PolyUp, il y aura une case ici, supposition identifiée. Donc, on ne peut pas être plus clair. Je vous ai même mis un petit texte ici. Y a-t-il certains éléments dont vous n'êtes pas certain et qui pourraient être déterminants pour le succès de votre entreprise? Si oui, ce sont des suppositions, donc des assumptions en anglais. Plus d'infos ici, hein, si vous voulez, il y a une vidéo YouTube qui est extrêmement bien faite pour vous le détailler. Une fois identifiés, il vous sera suggéré d'aller les prioriser et de les confronter au terrain. CF, la section expérimentation. Là, je vois que j'ai oublié un petit raccourci ici. Je vais le rajouter juste après, mais globalement, normalement, vous avez donc ce petit raccourci ici qui vous emmène quand vous y cliquez, quand vous cliquez sur ce raccourci, sur cette section-là. Je vais y revenir dans une seconde. Gardez ça en tête pour le moment. Et enfin, je m'adresse ici aux conseillers. Donc, les conseillers auront l'occasion d'évaluer l'avancement de chacun des blocs. Là, en l'occurrence, nous avons donc à démarrer. L'outil n'a pas été en tout cas exploité pour l'instant, donc on est dans la section rouge. Le conseiller pourra considérer qu'on est en bonne voie, mais qu'il reste encore du travail à faire pour compléter cette section. Et le conseiller pourra enfin dire qu'on a suffisamment considéré cette section. Bien évidemment, ce n'est pas un exercice académique. Il n'y a pas un 5 sur 20, 10 sur 20 A+, qu'on va vous donner parce que de toute façon, votre entreprise et votre idée va être amenée à changer. Mais je ferai confiance aux conseillers pour nous dire si, en tout cas, ces notions-là ont été suffisamment considérées. Donc ça, ce sera au jugement des conseillers. Voilà. Donc, le Canva du modèle d'affaires est, pour faire très simple, un résumé d'un plan d'affaires de 30 pages que les banquiers continueront à vous demander, en tout cas peut-être pour les prochaines années, mais qui est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus digeste. Je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans les
ultra détails de ces outils-là, vous les aurez dans les tutoriels qui sont très bien faits et très bien documentés. Mais concrètement, je vais vous donner une perspective générale sur le pourquoi de ces outils. Donc voilà, vous avez ici une référence avec le BMC de Tesla. Et on vous invitera donc à le revoir de temps en temps. Je vous ai mis des post-it de couleurs différentes pour justement montrer l'évolution de ce business model Canva. L'analyse de marché ici, qui est en fait, qui n'est pas un outil, qui est une page blanche. On parle en entrepreneuriat, avant de rentrer dans la validation, avant que vous nous expliquiez votre idée, on a besoin de savoir un petit peu ce que vous savez sur votre marché, sur votre écosystème. Il y a plusieurs questions que je vous ai insérées ici qui pourraient d'ailleurs être des prompts. On va y revenir pour l'intelligence artificielle si vous utilisez ChatGPT ou si vous regardez cette vidéo en 2024, peut-être qu'il y aura d'autres solutions qui existeront. En tout cas, à l'heure où on se parle, c'est ChatGPT qui a pas mal le fame. Donc, c'est ça. Quelle est la taille de votre marché? Quelles sont les opportunités de croissance de votre marché, mettons, dans les 15 années à venir? Qui sont les principaux compétiteurs dans votre marché? Je ne vais pas tous les lire, mais globalement, il y a des outils comme Time a Dozen qui sont très bons, qui vous permettront en fait d'aller commencer à aller chercher des informations. Pensez évidemment à sourcer ces informations. Ce n'est pas parce que ChatGPT vous dit quelque chose que c'est vrai. Pour le cas du polyop, mais pour la vie en général. Voilà, donc pensez vraiment à aller regarder les ressources clés une fois de plus pour ce qui est de l'intelligence artificielle. Je vous en ai mis quelques-uns ici. Des bases de données aussi très structurées comme ProQuest ou alors Statistique Canada qui sont payantes mais avec des accès, notamment ici par la Bibliothèque du Canada, Bibliothèque nationale, où finalement vous pouvez avoir des accès libres à ces bases de données-là. Un récit inspirant aussi d'un entrepreneur ici. Bref, je vous invite vraiment à ne pas passer trop vite sur cette section. Ça donnera aussi une idée à votre conseiller de à quel point vous êtes familier avec votre écosystème. Et j'ai ajouté ici une section partie prenante clé parce que souvent, on a tendance, là encore, à se voir comme une unité dans un écosystème qui n'est pas forcément dépendant. Je dis souvent, mais quelquefois, des entreprises se considèrent un petit peu comme indépendantes des autres parties prenantes dans l'écosystème. Je vous ai mis l'exemple de la compagnie que j'ai cofondée, Triou, donc avec notamment les différentes interactions et les différents niveaux finalement de dépendance que j'avais de chacun de ces acteurs-là. Donc, ça peut être le gouvernement ici, le MAPAC, évidemment mes parties prenantes clés qui étaient des livreurs. Hein. J'étais une entreprise B2B de livraison décarbonée de plats préparés en restaurant. Donc, il y avait évidemment toutes les restaurants partenaires, des startups partenaires également, des labels, etc. Je ne vais pas tous vous les faire, je pense que c'est très explicite. Mais globalement, ce que j'aimerais ici, c'est que vous puissiez un petit peu mapper aussi votre écosystème. Si vous voulez, vous pouvez même y aller avec une chaîne de valeur qui est un exercice très proche de ça. En tout cas, là encore, vous avez une feuille blanche, donc à vous de vous amuser avec ça. On arrivera ensuite dans la segmentation. Ici, on veut comprendre en fait qui sont vos segments. Donc, si vous n'êtes pas familier avec ce qu'est un segment, globalement, on parle excusez l'anglicisme, de cluster, donc hétérogènes qui permettront d'identifier, possiblement même de nommer différents types, en fait un type de client qui sera finalement le type de personne que vous irez auprès de qui vous irez chercher à vendre votre solution. Donc, une fois de plus, cet exercice-là vient avec beaucoup d'hypothèses. Si vous pensez que vous allez vendre à des banques, des néobanques par exemple, et puis plus particulièrement à des néobanques en Amérique du Nord, bon, ça peut être une hypothèse. Et d'ailleurs, on va vous demander pourquoi finalement est-ce que chacun des segments que vous allez remplir, que vous allez insérer ici, le top 3 des segments, pourquoi est-ce que ce segment est économiquement attractif? Pourquoi est-il accessible à votre force de vente? Ça peut être un très bon segment, mais si vous voulez vendre à l'armée, êtes-vous capable demain matin d'aller parler à l'armée? Peut-être pas, peut-être. Y a-t-il une compétition qui pourrait vous bloquer? Ce segment est-il aligné avec vous, vos valeurs, vos objectifs? Je parle, mettons, du domaine minier. Peut-être que vos valeurs clashent avec ce segment-là. Quand bien même c'est un bon segment pour vous, est-ce que c'est la raison pour laquelle vous allez continuer à vous lever le matin, aller servir ce segment? Vous comprenez un petit peu où on s'en va. Donc, finalement, l'objectif ici, c'est d'avoir un total. Donc, vous allez à chaque fois avoir une note de 1 à 3 à insérer, un total. Et finalement, à la fin, ce qu'on voudra savoir, c'est quel est votre segment
prioritaire, c'est-à-dire celui qui a eu le plus grand total, ou même si ce sont deux chiffres assez proches, finalement, que vous nous disiez quel est le segment qu'on va adresser au début et pourquoi. Donc, vous allez mettre ici le nom du segment, là encore, pour qu'on soit tous sur la même page. Les personas ensuite découleront du segment. Donc finalement, si on se dit, OK, des néobanques en Amérique du Nord, mais alors de qui est-ce qu'on parle exactement? Qui va acheter votre solution? Est-ce qu'on parle du VP, je ne sais pas, d'un VP en particulier, du responsable, si c'est de la cybersécurité, est-ce que c'est le CISO par exemple? Est-ce que c'est le CEO peut-être pour des plus petites structures, des PDG? Voilà, vous avez en fait, il va falloir ici que vous nous disiez qui va en fait prendre cette décision-là, être l'acheteur. Et on va essayer ensuite d'aller dans un processus d'empathie auprès de cet acheteur-là pour comprendre effectivement ses motivations intrinsèques. Donc, c'est l'objectif de l'outil Persona. Là encore, plusieurs ressources clés recommandées. J'aime beaucoup, je crois que c'est 24 Steps to Entrepreneurship, je ne sais plus exactement le titre, de Bill Howlett du MIT, qui a fait des petits cartoons que j'ai insérés ici, j'aime beaucoup. Vous voyez la mère qui est l'economic buyer et puis l'enfant qui est le end user. Donc finalement, on veut savoir si la mère veut faire plaisir à son fils versus si le fils aime le jeu. Voilà, c'est un exemple assez simple mais assez concret pour exprimer ce que je viens de vous dire à l'instant. On va ensuite rentrer dans le Canva de proposition de valeur, le Value Proposition Canva. Donc ici, on retrouve à droite le persona, que vous allez donc d'ailleurs inscrire ici, le persona du segment que vous avez identifié. Et en face, donc finalement, quels sont les gain creators et pain relievers que vous allez pouvoir mettre en place de façon à pouvoir, donc, disons, réduire ces irritants, ces pains, et augmenter finalement les bénéfices, les gains que ce persona finalement exprime. Et donc finalement, à la fin, commencer à packager un produit ou un service, donc finalement le produit ou le service que vous voudrez mettre en place. Tout ça vient une fois de plus, à défaut de me répéter avec beaucoup de suppositions. Donc là, on sera en partenariat avec votre conseiller pour aller en identifier un maximum et pouvoir mettre ici les choses dont vous n'êtes pas certain. Le Unit Economics est une méthodologie assez complexe, mais en même temps assez simple. Tout ce qui est de l'ordre du financier est évidemment assez complexe, mais le Unit Economics a le bénéfice, en fait, d'être, disons, un point de vue à haut niveau finalement de comment est-ce que votre entreprise performerait avec un ratio qu'on retrouve ici. Moi, ce que je vous invite vraiment à faire ici, c'est de regarder ce tutoriel de 16 minutes. Je sais qu'il est un petit peu long, mais très, très utile. Finalement, ce qu'on veut savoir, c'est quel est votre prix de vente, votre marge brute et donc le nombre de fois où un utilisateur achète, pay the selling price for your product. J'essaie de le traduire en même temps, mais c'est-à-dire le lifetime, on parle de cohorte en entrepreneuriat, finalement, vos cohortes d'utilisateurs, est-ce qu'ils viennent une fois ou est-ce qu'ils viennent plusieurs fois? Évidemment, s'ils ne viennent qu'une seule fois, bon, ce sera bien de les avoir, mais malheureusement, on ne les retient pas. S'ils reviennent plusieurs fois, alors à ce moment-là, leur valeur économique augmente. Pour ceux qui aiment les sodas, le COCA, le Customer Acquisition Cost, qui est une notion très, là encore très connue en entrepreneuriat. Finalement, on veut savoir combien coûte un client. Est-ce que c'est 10 $ si on va finalement prendre tous les coûts agrégés pour acquérir un seul client? Est-ce qu'on parle de 10 $? Est-ce qu'on parle de 1 $? Est-ce qu'on parle de 100 $? Pour un client, par exemple, dans l'aéronautique, si on veut avoir Airbus ou Bombardier, ça peut être des dizaines de milliers de dollars, voire des millions de dollars pour avoir un seul client. Évidemment, tout ça va changer pour vous. Et à la fin de la journée, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que ce ratio, globalement, règle du pouce, est-ce que ce ratio est supérieur à 3 ou non? Rassurez-vous, si c'est 2,5 ou si c'est 2, c'est une règle du pouce qui peut différer en fonction des industries et de votre industrie, des industries. Mais globalement, voilà, on vous invite vraiment à le faire. Et
Et si vous vous sentez un petit peu débordé par ce que vous voyez ici, une fois de plus, je vous invite vraiment à regarder ce tutoriel ici, voire même à nous revenir, à l'équipe Propolis, à votre conseiller évidemment qui sera en partenariat avec vous pour le faire. C'est très important que vous vous posiez ces questions. Et d'ailleurs, le selling price, le prix de vente, doit faire en lui-même l'objet d'une longue réflexion vis-à-vis de la compétition que vous avez, etc., de vos coûts. Bref, cet outil est très important. Prenez le temps de le remplir pour ensuite vous en aller sur le flux de trésorerie prévisionnel, cash flow statements en anglais. Plusieurs ressources intéressantes, notamment de futurs preneurs qu'on vous a listé ici. Donc là, on vous invite tout simplement à dropper votre document dans cette section-là, de façon à ce qu'on puisse interagir avec, si possible, un Google Sheet ou quelque chose de ce type. Là encore, de façon à ce que ce soit interactif. Malheureusement, Miro ne permet pas, ou peut-être qu'il le permet, mais je préfère que vous insériez tout simplement un lien pour qu'on puisse tout simplement cliquer, ouvrir une fenêtre Google Sheet et qu'on puisse interagir avec. Qu'est-ce que c'est le flux de trésorerie prévisionnel? Très concrètement, mois par mois, on va regarder les entrées et les sorties d'argent. L'idée, c'est que vous n'alliez jamais en dessous de zéro. Donc, on va regarder le capital de départ que vous avez. Généralement, on parle, en tout cas, à l'époque où j'ai parti ma compagnie, la mode, c'était parler du hockey stick. Les Canadiens aimeront, donc la crosse de hockey, où finalement, au début, vous avez tellement de dépenses que ça s'en va vers le bas, mais à un moment donné, hop, vous remontez parce que finalement, c'est ça, vous commencez à être en commercialisation, vous commencez à vendre votre solution et la courbe s'inverse. Ce ne sera pas exactement comme ça. Le temps nous a démontré qu'en entrepreneuriat, évidemment, il n'y a pas de modèle unique. Mais voilà, l'idée générale du flux de trésorerie prévisionnel, c'est de voir combien finalement quel est l'état de vos caisses et puis à quel moment finalement est-ce que vous allez pouvoir atteindre aussi un seuil de rentabilité qui va vous permettre dans les 24 mois, on essaye de regarder vraiment à 2 ans, à quoi finalement est-ce que cette courbe va ressembler. Donc soyez sérieux aussi là-dessus, il y aura énormément d'hypothèses, notamment dans le nombre d'unités vendues, évidemment dans le prix de vente aussi, qu'on a vu plus haut avec le unit economics. Tout ça, ce sont des hypothèses et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on vous a gardé cette section ici pour que vous puissiez être challengé, vous challenger vous-même, mais aussi être challengé par vos conseillers. Et on a mis une petite section ici, un petit pense-bête optionnel, qui visera en fait à vous faire, à vous faire mettre les options de financement non dilutif. Donc, on parle des bourses, on parle des crédits d'impôt, des subventions ou autres, concours, etc. Si vous voulez les lister ici, ça peut être une bonne opportunité pour vous juste de garder ça en aide-mémoire. En 2023, au Québec, partir une entreprise sans aller se financer par le biais de financement non dilutif est presque un harakiri. Donc, soyez sérieux avec ça. On vous a mis une coupe de ressources à gauche, celle-ci étant excellente de la part du gouvernement fédéral. Celle-ci aussi, d'ailleurs, de l'Université de Laval, qu'on remercie. Qui liste jusqu'à ce jour les opportunités de financement pour les jeunes pousses. Voilà, pour ce qui est du flux de trésorerie prévisionnel. La matrice compétitive, qui va peut-être vous frustrer parce qu'elle est très simple, mais en même temps, moi, je l'aime parce qu'elle est simple. Finalement, la matrice compétitive vous demande de vous positionner sur 2 éléments de valeur. Donc là, on a pris un exemple, sauve du temps ou est chronophage. Un autre exemple, ne réduit pas les risques ou réduit les risques. Donc, si moi, ma solution, finalement, elle vise à sauver énormément de temps à mon client et réduire ses risques, alors je me situe évidemment tout en haut ici. Puis mes compétiteurs vont, eux, être peut-être ici, peut-être qu'ils vont sauver beaucoup de temps, mais qu'ils ne vont pas réduire les risques. L'exemple que je vous donne est très théorique, évidemment, mais globalement, ce qu'on veut, c'est que vous soyez ici, en haut à droite, et voir où se situe la compétition. En fait, ce qui est très bon avec cet exercice-là, c'est pas tant de vous voir en haut à droite et surperformer, c'est surtout de voir comment est-ce que vous voyez vous-même en termes d'éléments de positionnement clés. Ces 2 ressources-là, si vous êtes en B2C ici ou en B2B, sont excellents d'ailleurs, des très bons points de départ pour comprendre quels seraient les éléments de valeur qui s'appliqueraient à votre entreprise. Enfin, la faisabilité technique, pas d'outils en tant que tel, mais plutôt des questions du fait maison par Polytechnique. C'est quand même notre expertise. Donc,
voilà, on vous demandera votre niveau de TRL qu'on vous explique un peu plus en détail ici. On vous demandera aussi d'aller parler à un expert technique. Hein, si vous avez une solution technique, simplement, il y a peut-être même du monde à Polytechnique, il y a des experts à aller voir ou dans l'écosystème de manière générale. En tout cas, du monde à aller voir. On vous demandera de résumer votre conversation. Puis là, ici, on a quelques questions un peu plus précises à vous poser. On vous demandera là encore d'y répondre. Et puis, sachez que ces petits tableaux-là, vous pourrez tout simplement insérer vous-même du texte dedans. Donc voilà. Euh, on ne peut pas au XXIe siècle accompagner des entrepreneurs sans parler d'impact et sans intégrer l'impact dans leur modèle d'affaires. Ce n'est plus un élément de différenciation, c'est une obligation. Vous avez donc les objectifs du développement durable qui sont au nombre aujourd'hui de 17. Ici, dans ce graphique, il y en a 16. Excusez, il y en a un qui a glissé par Board of Innovation qui a créé cette matrice. Mais bon, on en a quand même une bonne partie. Donc là, ce qu'on vous demandera, c'est à haut niveau de vous situer sur chacun de ces ODD, ces objectifs du développement durable. Ça vous permettra notamment peut-être d'avoir des premières pistes de réflexion pour en avancer certains davantage et peut-être même d'en faire un axe de remettre ça dans votre vision, mission d'entreprise et ensuite finalement de le documenter suffisamment pour que à terme vous fassiez de la reddition et que vous disiez à des acteurs, je vous parlais tantôt de bailleurs de fonds dans le secteur non dilutif, ils sont très sensibles notamment aux objectifs du développement durable parce que ce sont des objectifs internationaux qui ont été élaborés par tous les pays de l'ONU, incluant le Canada. Donc, des problèmes finalement systémiques, globaux, auxquels il faut répondre. Donc, si vous pouvez répondre à ces problèmes-là, do it. Voilà mon point. Le Impact Gap Canva qui a été itéré par Daniela Papi-Thornton, je crois de l'université de Oxford, c'est ça, la Saïd Business School, qui est pas mal aussi, en fait, qui aborde le gap, l'écart entre ce qui se passe, quel est le défi en ce moment, le challenge au niveau sociétal, c'est là la nuance au niveau sociétal, et les solutions qui existent. Hein, sachant que vous n'avez pas envie de nuire à votre écosystème, au contraire, à en bénéficier. Donc c'est vraiment l'objet de cet outil-là, c'est de savoir comment est-ce que vous allez bénéficier à votre écosystème. Nous avons ensuite, merci à la Maison de l'Innovation sociale et plus particulièrement à Hugo Steven qui m'a recommandé personnellement cet outil, donc la théorie du changement. Vous avez cette vidéo de tutoriel ici. Je vous invite à regarder cette théorie du changement, finalement, là encore, reviendra dans la mission générale de votre entreprise et vous permettra de situer exactement le pourquoi et de l'actionner. C'est ça l'important, c'est d'opérationnaliser, d'actionner ce changement, cet impact positif sociétal que vous voudrez avoir. Alors, je vous le recommande très, très chaudement. Voilà, pour ce qui est de la partie découverte, validation et impact. On arrivera ensuite dans l'expérimentation. Alors, je vous ai mis une petite section ici, exemple. Avec énormément de texte ici pour vous l'expliquer, j'ai repris une fois de plus l'exemple de ma compagnie Trio. Donc là, très concrètement, de quoi est-ce qu'on parle? On a beaucoup d'assumptions, de suppositions qu'on a identifiées ici. Évidemment, pour l'instant, on en a plusieurs à droite, à gauche. Ce qu'il faudra ici faire, c'est les centraliser. Donc là, on en a, je les ai pas mises dans l'ordre, je les ai mises au hasard. En passant, ce sont des vraies suppositions que j'avais à l'époque quand j'avais ma compagnie. Donc, tout ce que vous voyez là vient de faits réels. Voilà, donc on a un registre de suppositions identifiées. On va ensuite les classifier. Est-ce que ces suppositions sont inconnues ou connues? Si elles sont connues, ce sont des vérités. Donc, on n'a pas besoin d'aller les tester. Vous le savez, tant mieux. Il y en a peut-être qui sont un peu borderline, mais c'est à la limite, on va regarder vraiment celles qui sont inconnues. Et on va évidemment regarder aussi celles qui sont à haut risque ou à faible risque. Voilà. Réduire la charge administrative avec l'ouverture d'un compte corporatif et un paiement une fois par mois augmentera notre acquisition client. C'est pas très grave si c'est pas vrai. Okay, donc, je le sais pas, mais bon, si c'est pas vrai, ça va pas changer la face de mon entreprise. Par contre, toutes ces suppositions-là sont risquées. Et donc, si elles ne sont pas vraies concrètement, alors peut-être que je cours un risque, peut-être que je me trompe, que je vais dans le mur, et donc je veux dérisquer mon initiative.
Donc là, je décide par exemple qu'un menu PDF imprimable facilitera la vie de l'acheteur ou de l'acheteuse. Donc pour le faire, j'ai cette supposition et je vais essayer de savoir quelles sont les expérimentations qui seront possibles pour le faire. C'est le cœur nucléaire du polyhub. Ce que vous voyez en ce moment, c'est littéralement le cœur nucléaire du polyhub, c'est-à-dire quelles sont les expérimentations que je pourrais faire. Qu'est-ce qui nous vient en tête intuitivement? Des interviews clients. Je vais aller voir mon personnage, je vais lui demander est-ce que oui ou non, avoir un PDF imprimable faciliterait ta vie. Le problème avec ça, c'est que ça vient avec beaucoup de biais. Je ne dis pas que les questionnaires sont une mauvaise technique. Ce que je dis, c'est qu'il y a beaucoup d'autres techniques qui sont à votre disposition et que vous pourriez utiliser. Ces types d'expérimentation, on ne va clairement pas passer au travers de toutes parce que vous les voyez à l'instant, à l'écran, il y en a beaucoup. Mais justement, ce PDF que je vous ai partagé ici vous permet de voir, en fait, par exemple, le Wizard of Oz, qui est le fait de feinter la technologie par du input humain. Euh, bah, en fait, toutes ces méthodologies d'expérimentation vous permettront d'aller valider ou invalider chacune des suppositions que vous transformerez en hypothèse juste après. Donc, d'aller valider ou invalider chacun de ces blocs-là et donc de dire go ou no go sur, là en l'occurrence, est-ce que oui ou non je devrais faire ce PDF pour aller augmenter ma capacité de vente. Okay, donc, ce que je veux aller faire ici, par exemple, c'est élaborer un PDF et le lier à mon CRM parce que je suis capable de traquer, de chiffrer en fait euh, ce qui se passe sur mon CRM pour mesurer le trafic. Donc, on va s'en aller à la dernière étape. Ma supposition, c'est qu'avoir un menu PDF imprimable facilitera la vie de l'acheteur. Donc, mon expérimentation, c'est d'élaborer ce PDF et de le lier au CRM pour mesurer le trafic. OK, donc nous croyons que réaliser un menu en PDF et l'envoyer par courriel augmentera notre clientèle. Donc, ce PDF sera envoyé aux prospects chauds, les warm leads, là, qu'on classifie dans les CRM. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, ce sont les personnes à qui on a déjà parlé, qui ne nous ont pas encore dit oui, qui ne sont pas encore clients, mais qui pourraient l'être. Donc, on envoie le PDF à tous ces prospects chauds. Donc, le résultat, c'est qu'une partie de ces prospects qui ont cliqué sur ce PDF placeront effectivement une commande et nous saurons que nous avons raison. Et là, c'est la partie fondamentale de cet exercice, c'est qu'on va le chiffrer. Moi, ce que je voulais, c'était que 5% des prospects qui ont cliqué sur le PDF placent une commande. Des personnes qui ne sont pas encore clientes, mais qui ont converti grâce à ce PDF. Résultat, 12%. L'hypothèse a été validée. On l'a tracké. D'ailleurs, je vous ai mis le lien du PDF ici, qu'on a finalement bâti. Donc, l'hypothèse a été validée. Le PDF devient un nouveau canal de vente. Voilà, done. On sait que c'est bon. On l'a validé par les chiffres. Plus besoin d'avoir les perspectives de plusieurs personnes dans votre équipe. Plus besoin d'avoir de l'intuition. Je veux dire, l'intuition est toujours bonne, mais là, vous avez littéralement chiffré le fait que cette supposition-là s'avère vraie. Donc, vous venez un petit peu plus de dérisquer en l'occurrence, votre canal de vente finalement et la désirabilité de votre clientèle. J'aurais pu en parler de plus, mais pour être bref et succinct avec vous, je garderai uniquement cet exemple-là. Vous avez énormément d'autres ressources ici que je vous invite toujours, encore et toujours à regarder. Je vous en ai mis d'autres d'ailleurs dans la section justement exercice. Donc là encore, n'hésitez surtout pas à aller regarder ces ressources-là pour vous inspirer. Donc voilà, à vous de jouer. Cette grande case, hein, quand on regarde le polyhub, finalement, c'est pas mal la case prédominante, donc celle de l'expérimentation. Vous allez ici mettre vos suppositions. Donc, si on revient d'ailleurs à nos petits doigts ici, donc il redirige vers cette case-là. Vous allez toutes les lister. Vous allez les prioriser. Ensuite, vous allez donc élaborer vos expérimentations au travers des types, en fait, avec l'appui des types d'expérimentation qui sont ici. Et une fois que vous aurez fait ça, vous allez le faire. C'est ça. Je vous en ai mis quand même beaucoup, là, pas besoin de toutes les remplir, mais en tout cas, vous allez le faire par le biais de ces simples tableaux. N'attendez pas d'avoir terminé la section verte pour passer à la section orange. Très important. Dès que vous voyez des suppositions qui semblent être risquées, allez tout de suite dans la section orange. C'est pour ça que au tout début du polyhub, ce qu'on vous dit, c'est que la section C, D,
c'est-à-dire en vert, et E, ici, doivent être faites en même temps, pendant 12 semaines. Vous n'avez pas de temps à perdre. Aller faire un Wizard of Oz, par exemple, peut prendre, ne serait-ce que juste pour le planifier avec une entreprise, peut prendre 6, 7, 8, 10 semaines. Donc là, on parle de 12 semaines en tout. Faites-le. Dès que vous avez quelque chose à aller valider, faites-le le plus possible. Et de manière générale, sans parler d'expérimentation, allez le plus possible parler au terrain. Vous devriez toujours être en contact avec votre client potentiel, ne serait-ce que pour pouvoir travailler au mieux votre intuition, même si on n'est pas dans une démarche chiffrée. Voilà, conseil général. Une fois qu'on a terminé cette section orange, expérimentation, on arrive maintenant dans le fit produit marché. Donc là, OK, on a finalement invalidé et validé un certain nombre de suppositions que nous avons transformées en hypothèses. Et donc, ça nous donne suffisamment de confiance pour pouvoir avancer avec ce qu'on va appeler un produit minimum viable qu'on va construire à la lumière de ces apprentissages-là. Donc, évidemment, tout ça, vous le savez, une idée, on l'a au début, puis cette idée change. Donc là, votre business model Canva, votre Canva de modèle d'affaires, logiquement, après ces 12 semaines de travail, va changer, a changé, parce que vous êtes challengé, et puis si vous vous êtes challengé correctement, c'est normal qu'il change. Donc là, on vous invitera à le refaire une deuxième fois. Ce qui sera intéressant, ce sera évidemment de comparer la version 1 et la version 2. Ce sera d'autant plus intéressant pour vous et votre conseiller pour savoir à quel point vous avez réussi à vous challenger. L'outil 3, 6, 12, 24 est extrêmement simple. Ce n'est pas vraiment un outil, c'est plus un tableau qui vous demande en fait qu'aurez-vous accompli dans 3 mois, qu'aurez-vous accompli dans 6 mois, etc. Puis là, évidemment, il y a toujours des corrélations. Si vous avez une bourse mi-tax, vous êtes capable de recruter un CTO qui va réaliser un premier prototype, qui va itérer ce premier prototype. Le recrutement d'un quelqu'un qui est en développement des affaires va vendre, etc. Donc, l'idée, en fait, avec ce tableau-là, c'est toujours d'avoir ça, des corrélations, essayer de regarder qu'est-ce qui va être fait et dans quel ordre. Vous êtes peut-être familier avec la méthodologie Gantt, qui finalement est celle qui inspire ce modeste tableau. Alors, évidemment, on vous demandera de mettre la date ici pour savoir à partir de quelle date est-ce que vous aurez accompli les affaires que vous mettez ici. Donc là, on est plus dans la planification. On vous demandera ici de mettre un deuxième pitch deck, deck de présentation, PowerPoint de présentation de votre entreprise. Pas besoin d'ailleurs que ce soit PowerPoint, là je dis ça, mais c'est téléversé en fait, c'est ça, un deck. Je cherche le mot en français, je rame un petit peu, donc je vais me réfugier derrière l'anglais. Là, on a ici ensuite le Customer Journey, donc la carte du parcours client. OK, concrètement, là maintenant, vous allez mettre en place votre produit minimum viable. Vous vous mettez dans les souliers de votre client potentiel. Comment est-ce que finalement, ce qui est écrit ici, quelle est cette réalité à ce client? Comment est-ce qu'on comprend au mieux son problème et l'environnement de son problème? Donc, il y aura toujours des pas, des émotions aussi qui seront attachées à chacune des étapes que votre client complétera. On veut savoir quelles sont ces émotions et on veut savoir ce que vous allez faire, vous, pour justement être en adéquation avec ce ressenti du client. Là encore, excellent tutoriel ici de Board of Innovation que je vous invite bien entendu à regarder. En passant, on retrouve dans ces sections rouges toujours des suppositions. Pourquoi? Parce que vous aurez toujours besoin de continuer à tester ces suppositions-là. Donc, finalement, c'est un processus permanent. C'est sûr que la partie orange est un petit peu plus lourde au début dans la validation parce que vous voulez solidifier les fondations, mais c'est un réflexe que vous allez vouloir garder, qui est celui d'aller finalement chercher à challenger vos suppositions et ce, de façon la plus objective, rationnelle et chiffrée possible. Nous avons ensuite le go-to-market. Donc, la stratégie de mise en marché, là encore, sans rentrer dans les détails, il y a un autre excellent tutoriel en dessous. Le go-to-market vous donnera plutôt sur le volet commercialisation en fait, des différentes étapes. On parlera de Q1, Q2, Q3, Q4, donc finalement dans l'année qui s'en vient, quelles sont finalement les prochaines étapes. Très important, notamment pour planifier la commercialisation de ce qui pourrait au début être un prototype que peut-être que vous allez mettre entre les mains de premiers utilisateurs par le biais de projets pilotes, par exemple. Donc, on vous invite vraiment à réfléchir à ça et notamment aux ressources rattachées. Je pense notamment à l'équipe, etc., au processus CRM, etc. Et enfin,
Last but not least, le Innovation Scorecard. Alors ici, vous retrouvez en fait le Canva de modèle d'affaires et le VPC, Canva de proposition de Value Proposition Canva de proposition de valeur. Alors, on vous demandera de vous auto-évaluer finalement. Pour savoir, pour vous évaluer de 1 à 5, on a ici donc une bonne vidéo qui vous présente avec Alex Advisor. J'écorche son nom, désolé Alex, qui vous présente notamment la meilleure façon de vous évaluer. Et enfin, on se laisse avec une petite liste de livres, podcasts, etc. pour le coup, que j'avais moi dans mon Evernote personnel et que j'ai fini par partager à beaucoup d'entrepreneurs. Et donc, je vous mets ici à votre disposition. Évidemment, n'hésitez pas à m'envoyer vos ressources. Je n'ai pas le temps de toutes les lire nécessairement, mais quand j'ai des pairs de confiance qui m'en recommandent, j'essaie quand même de les mettre en citant les pairs en question. Alors voilà, c'est une bonne façon de rester à la page et donc évidemment de rester dans la grande famille Propolis. Prenez soin de votre santé mentale. Partir une compagnie est éprouvant, mais en même temps extrêmement valorisant. Vous allez apprendre beaucoup de choses pendant ce voyage, en fait. Et puis, évidemment, on vous souhaite tout le meilleur et on espère que le PolyUp, en tant qu'outil, vous permettra d'avoir le succès escompté. Alors, si vous avez des questions par rapport au PolyUp, je vous invite donc à écrire à cette adresse propolis@polymtl.ca. Si vous faites partie de l'incubateur Propolis, m'écrire directement. Et donc voilà, donc je vous souhaite en fait une agréable navigation. Merci d'avoir regardé ce tutoriel au complet si vous l'avez fait. Et voilà, nous restons disponibles pour vos questions. Je vous souhaite une agréable journée.